Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle série de la foi prise au mot consacrée cette semaine à journalistes. Depuis Vatican II, l'Église catholique a longuement insisté sur les médias, sur l'importance des médias dans la vie chrétienne, et on a vu se développer de nombreux médias diocésains, paroissiaux, et finalement tout le monde est appelé un jour ou l'autre à rendre compte d'un événement, à expliquer sa position sur une question, bref, à devenir journaliste. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'a pas forcément eu la formation qu'a mon invité, qui est Jean-François Courtille. Jean-François Courtille, donc vous êtes journaliste, vous travaillez à l'AFP et vous avez été pendant de longues années rédacteur en chef d'un journal diocésain. Alors, on va essayer tout au long de cette émission de donner des conseils, un peu des recettes de cuisine pour faire un article, tout simplement. Le premier travail du journaliste, c'est évidemment de collecter les informations. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est un journaliste professionnel comme vous pour connaître les informations? Premier élément, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'une manière générale quels sont les événements importants de l'actualité, aussi bien au niveau national que sur le département où l'on travaille, par exemple. Il y a l'importance du réseau, c'est-à-dire que chaque journaliste dispose d'un réseau de correspondants, en quelque sorte. Bon, là, au niveau de l'AFP, on fait une tournée téléphonique le matin, le soir, auprès d'un certain nombre de responsables institutionnels. Dans un journal diocésain, on va avoir un réseau de responsables pastoraux un petit peu partout, qui peuvent faire remonter des informations quotidiennes et rapides. L'autre type de source d'information, c'est l'inattendu, l'événement surprenant, ce qui vient d'arriver juste à l'instant et qui immédiatement entraîne une autre approche de l'actualité, puisque c'est l'actualité qui bouscule l'organisation du sommaire d'un journal. Mais là, il faut avoir un peu de sens, parce que, qu'est-ce qui fait que... Le feeling, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour nos lecteurs ou pour nos auditeurs ou téléspectateurs, c'est bien sûr ce qui est nouveau, déroutant, original, qui peut modifier un peu la perception qu'on a du monde autour de nous. Et c'est quelque chose qui va toucher les gens parce que c'est quelque chose qui leur est proche. Alors ces éléments-là sont des sources d'informations importantes. Puis il y a ce que je dirais, ce que je nommerais le système de la poupée russe, c'est-à-dire que les réseaux ou les événements auxquels on peut participer nous donnent d'autres idées de sujets d'actualité. Et là, c'est la capacité du journaliste à se laisser surprendre par le réel, par justement ce qui ne peut pas être planifié. D'accord. Alors, à l'agence France Presse, on n'écrit pas des articles d'un journal. C'est particulier, c'est-à-dire que l'agence France Presse est en quelque sorte une banque de données qui est reprise par Internet sur ce qu'on appelle le fil, avec un abonnement, bien entendu. Et donc, ces données sont présentées sous forme de dépêches. Donc, ce sont des papiers très courts que l'on peut découper pour les reprendre tels quels dans la presse quotidienne, pour les citer par exemple à France Info, qui reprend beaucoup de dépêches, et qui peuvent aussi donner envie à des journalistes de se consacrer à tel ou tel sujet d'actualité. Donc c'est un peu une source d'information première pour d'autres médias ou des institutionnels. Bon, mais quand on travaille dans un journal diocésain, on n'a pas les moyens d'avoir le fil de l'AFP, et en plus le fil de l'AFP ne s'intéresse pas forcément aux événements qui peuvent intéresser le journal diocésain. Comment est-ce qu'on fait ? Le fil de l'AFP, en fait, s'intéresse plus à des informations d'une actualité qu'à une dimension nationale, voire internationale. Le journal diocésain, évidemment, concerne tout ce qui intéresse la pastorale sur un département, sur une ville, sur un secteur ou doyenné, suivant l'endroit où l'on se trouve. Et là, la collecte de l'information, c'est vrai qu'elle répond aux mêmes normes du calendrier annuel diocésain, de l'actualité, des temps forts du calendrier liturgique, et puis aussi des réseaux qu'on peut avoir sur le terrain. Mais en même temps, c'est bien spécifique puisque c'est une information de nature religieuse qui n'intéresserait pas forcément d'autres médias. C'est encore plus une information de proximité puisqu'on insiste peut-être davantage sur la dimension testimoniale dans ce type de médias. Alors, vous avez des armées de petits journalistes qui ne sont pas du tout professionnels. Vous leur donnez des tâches. Comment vous faites? Vous dites à des gens, des bénévoles en fait, quoi faire? Comment vous organisez le travail? Alors, je dirais que le premier temps du discernement, c'est que les personnes soient motivées et qu'elles aient envie de prendre du temps pour cette activité de journalisme bénévole, qu'elles y prennent du plaisir.
Parce que moi, je crois que c'est un élément très important, que le bénévolat soit aussi une source d'apprendre des choses et puis de prendre finalement un loisir agréable. Oui. Alors le critère au démarrage, c'est effectivement une personne qui a envie de se former, de prendre la plume, de rédiger. Et ensuite, qu'il y ait un peu une insertion sur le terrain, qui soit capable de dire, tiens, dans mon secteur ou dans mon doyenné ou ma paroisse ou mon mouvement, il se passe telle ou telle actualité importante, j'ai envie d'aller la couvrir. Et après, l'autre aspect, c'est toute l'importance et de la formation et du travail d'équipe. Alors la formation, on va peut-être en parler tout au long de cette série, bien entendu, je reviendrai peut-être un peu plus après, mais il faut savoir que même si on n'est pas un journalisme professionnel, il y a un certain nombre de critères ou de données qui sont accessibles à tout le monde, à condition de faire confiance à ce travail d'équipe, qui est un peu la base de la relecture des articles, du discernement de l'actualité, et qui permet à chaque journaliste bénévole de progresser. D'accord, donc il faut dire aux gens que lorsqu'on s'engage dans un journal de manière bénévole, c'est aussi une manière de se former soi-même. Toute la vie, bien entendu, on est appelé à se former les uns et les autres dans un peu tous les domaines, mais j'ai eu dans les équipes que j'ai accompagnées des personnes qui arrivaient en ayant fait carrément autre chose dans leur vie active, un ingénieur, un chef d'entreprise, je sais pas, un agriculteur ou autre chose, et qui d'un seul coup découvraient une nouvelle manière de s'exprimer, de communiquer et aussi d'annoncer la bonne nouvelle finalement. Donc c'est un lieu de formation, c'est un lieu de travail en équipe et puis c'est un lieu où on prend tout simplement du plaisir à faire quelque chose de nouveau, d'intéressant pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude au départ d'utiliser sa plume au service de l'évangélisation. D'accord. Alors maintenant, on suppose que vous avez votre équipe là et vous envoyez un journaliste bénévole sur le terrain. Quel conseil vous pourriez lui donner pour recueillir les informations ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Alors, au préalable, il y a évidemment un comité de rédaction qui se réunit, donc avec tous les membres de l'équipe, pour essayer de définir quels sont les papiers importants pour le prochain journal. Et à partir de là, la personne part avec ce qu'on appelle un angle d'attaque pour son sujet. Donc l'angle d'attaque, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un peu le b.a.-ba du journalisme. On va y revenir. Donc on y reviendra peut-être un peu après. Donc le journaliste va aller sur le terrain. La règle numéro 1, c'est d'être capable aussi de se laisser surprendre par l'inattendu de l'actualité. C'est-à-dire qu'il peut partir avec un angle d'attaque. Je vais couvrir un rassemblement de jeunes du Frat, par exemple, et puis mon angle d'attaque, c'est de suivre tel groupe qui vient du Val-de-Marne ou de l'Essonne. Et puis d'un seul coup, je m'aperçois que l'information importante, c'est qu'on voit débarquer un partenaire d'un pays africain et qu'il prend une place importante dans ce rassemblement. Il y a des choses originales à dire qui marquent les jeunes. Alors finalement, je pars sur cet angle-là et je fais mon papier là-dessus, ou alors je propose un deuxième sujet à partir de là. Donc il faut être capable de se laisser déranger par l'actualité, tout en sachant qu'au départ, si on a défini un angle en équipe, c'est qu'il y a quand même une raison. Ça nous paraît quelque chose d'intéressant ou de pertinent pour les lecteurs. Donc il ne faut pas partir comme ça à l'aventure. Il faut avoir déjà une idée de ce qu'on veut trouver. Et alors après, il faut mener des entretiens. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain ? Alors il y a deux manières de procéder. La partie reportage, elle consiste à aller regarder, écouter, humer l'air, finalement faire presque un peu ce que font les chasseurs ou au contraire les écologistes ou les personnes qui vont à la rencontre de la nature. Finalement, c'est d'essayer de comprendre quelle est la quintessence de l'événement. Et après, on le décrit de manière aussi colorée que possible, en citant des personnes et puis des temps forts. Après, il y a la technique de l'entretien à proprement parler. Si on veut soit interviewer une personne, soit faire son portrait dans le cadre de ce sujet, ça veut dire qu'il faut d'abord prendre contact avec elle, essayer d'écouter ce qu'elle a à dire, quel est son message. Et ensuite, il y a une technique particulière, technique de l'interview, qui permet à cette personne, finalement, de retransmettre pour nos lecteurs, pour notre public, ce qui peut être vraiment intéressant pour lui comme actualité nouvelle. Alors, brièvement, la technique de l'interview, c'est quoi ? Quelles sont les questions à poser ? Comment est-ce qu'on fait ? En principe, avant de mener une interview, il faut quand même un tout petit peu se documenter sur le contexte de la personne, de l'événement. Là encore, on ne part pas la fleur au fusil. Mais ce qui est important, c'est d'avoir tout de suite un certain nombre de questions précises qui correspondent un petit peu à notre angle d'attaque. Je reprends l'exemple de mon partenaire africain qui arrive à ce rassemblement de jeunes. Tiens, je vais aller le voir en disant pourquoi finalement vous venez aujourd'hui à ce rassemblement ? Qu'est-ce que vous avez envie d'y apporter comme message ? Qu'est-ce que vous découvrez ? Qu'est-ce que ça crée de nouveau ? Ça peut être un exemple. Et à partir de là, une fois que les questions sont définies, c'est important d'avoir des petites fiches ou des pages un petit peu séparées pour chacune des questions, prendre les notes qui permettent de couvrir le sujet le plus précisément possible. Eh bien, merci de ces conseils, Jean-François. Merci à vous.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle série de la foi prise au mot consacrée au journalisme, puisque nous avons vu dans la première émission comment collecter des informations, et maintenant nous allons nous intéresser à la façon de les organiser dans un journal diocésain, toujours avec Jean-François Courty, qui est journaliste et qui travaille à l'AFP. Alors Jean-François, une fois qu'on a trouver les informations, une fois que vos petits rédacteurs là, ont collecté toutes les informations, ils rédigent leurs articles. La plus grave erreur, ça serait de mettre les articles comme ça, au petit bonheur la chance. Il faut organiser. Alors bien entendu, l'importance du comité de rédaction se trouve aussi ici, c'est-à-dire la capacité à construire une cohérence, une colonne vertébrale pour le journal, et en fait c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la profession un chemin de fer. C'est-à-dire qu'on met devant une locomotive, on accroche les petits wagons à la queue leu-leu, de telle sorte que tout ceci puisse rouler et ne pas dérailler en cours de route. Alors qu'est-ce qui permet justement de construire ce chemin de fer? C'est ce qu'on appelle le rubricage, c'est-à-dire pouvoir construire tout au long du journal des rendez-vous, de préférence aussi fixes que possible, pour les lecteurs, qui leur permettent à chaque fois de savoir finalement quel type d'information d'actualité va être traité dans la rubrique. Alors vous allez avoir une rubrique qui concerne la spiritualité, une rubrique qui va concerner la vie dans les cités, une rubrique pour les mouvements par exemple, des portraits, des interviews, le calendrier, enfin un petit peu tout ça. Et c'est à partir de là que vous pouvez définir le contenu, le corpus du journal, avec toute cette série de petits rendez-vous qui vont bien entendu épouser fidèlement l'actualité concernant le diocèse à ce moment précis. Et oui, mais l'actualité, justement, n'obéit pas aux rubriques. S'il se passe un événement considérable et que vous êtes obligé de faire de la spiritualité, qu'est-ce que vous faites ? Bien entendu, le plus important, c'est d'être capable de tenir compte de l'imprévu. C'est d'ailleurs valable pour n'importe quel type de journalisme. Donc à ce moment-là, il y a aussi des rubriques qui peuvent être glissantes, comme des rubriques à la une, des rubriques concernant la vie du diocèse ou autres, et qui peuvent être un petit peu... qui bougent, enfin qui voilà, pas... qui peuvent s'adapter en fait justement à l'imprévu ou à l'inattendu. Ouais. Mais le critère le plus important, c'est d'abord de monter ce qui est le plus dans l'actualité, ce qui est le plus marquant pour les lecteurs du journal. Et après, effectivement, essayer quand même de respecter la cohérence du journal. C'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que ça facilite le confort de lecture. Justement, ça permet que le lecteur se dise, tiens, tel ou tel rendez-vous que j'aime bien retrouver, aujourd'hui, il traite tel aspect de l'actualité. Et alors, les rubriques, vous les décidez comment ? On les décide une bonne fois pour toutes et on les fait jamais varier ? Alors en fait, un journal, c'est un être vivant. C'est comme un enfant, il va grandir, il va se transformer au fil du temps. Donc rien n'est jamais figé. On définit une charte, ce qu'on appelle une charte rédactionnelle ou éditoriale, et puis une charte graphique, donc qui permet justement d'accrocher un petit peu nos wagons, et puis de savoir un peu ce qu'on va mettre dedans au fur et à mesure. Mais en même temps, il est très important de faire évoluer, en fonction aussi bien du goût de nos lecteurs, puisqu'on a des remontées forcément par le courrier, par les appels. Les gens ils votent aussi avec leur porte-monnaie, c'est-à-dire que s'ils se désabonnent, ça veut dire aussi des choses. Et en même temps, il faut tenir compte aussi un petit peu des évolutions dans la profession, c'est-à-dire qu'en lisant ce que font les autres magazines, les autres journaux, les autres quotidiens, il nous vient des idées qui permettent à chaque fois d'améliorer pour être au plus près aussi bien du goût des lecteurs que, pour ce qui nous concerne dans un journal diocésain, de la pastorale dont nous avons en quelque sorte une partie de la charge, puisque c'est la partie communication. Alors là, vous parlez du journal diocésain, mais très souvent, il y a aussi des journaux paroissiaux, enfin au niveau des petites paroisses ou des doyennés, je ne sais pas comment, ça dépend comment on appelle ça. Est-ce que vous conseillez quand même le rubricage? Parce que très souvent, on a l'impression que le journal diocésain, il est bien fait, il se rapproche des journaux nationaux, et puis les journaux paroissiaux, quelquefois, sont un peu plus tout venant. Vous comptez... Il n'y a pas de petit journalisme. Oui. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que toute forme d'actualité qui est retranscrite par le journaliste doit être traité de la même manière, avec un souci d'exactitude, avec un souci de confort de lecture pour nos interlocuteurs que sont les lecteurs. Et donc même dans un journal du style feuille de 4 pages, c'est important d'avoir en tête une colonne vertébrale. Alors évidemment, ça ne va pas forcément prendre la forme d'une charte éditoriale ou graphique très très aiguisée, mais vous apercevrez que l'impression de fourre-tout que peut donner un journal où on mélange les informations un peu comme dans un bric-à-brac disparaît s'il y a un minimum de tentatives d'organisation,
hein, quitte effectivement à ce qu'il y ait ce que j'appelle les rubriques glissantes, c'est-à-dire une rubrique qui apparaît une fois, qui disparaît, qui revient, bon, c'est le cycle de la vie. Mais une organisation pour un journal de paroisse ou une feuille de chou paroissiale, c'est très important parce que c'est aussi une façon de prendre au sérieux les lecteurs. Et je crois que l'un des b.a.-ba du journaliste de presse écrite ou internautique, c'est vraiment de respecter son public. On n'écrit pas pour se faire plaisir, on écrit pour être lu et par conséquent pour apporter un plus à nos lecteurs. Alors, est-ce qu'on écrit différemment selon les rubriques? Est-ce qu'il y a un style différent, une façon d'écrire différente? Alors bien entendu, il y a des genres journalistiques qui sont variés. Bon, l'interview, généralement, se présente sous la forme de ping-pong question-réponse, mais ça peut être traité aussi sous forme d'un papier un petit peu linéaire, quoi, où on cite la parole de la personne entre guillemets. La technique du portrait est une technique qui est peut-être un petit peu plus colorée, où on essaie d'indiquer les traits de caractère de la personne, on peut glisser un peu plus d'humour, enfin c'est peut-être un peu plus vivant. La technique du reportage aussi doit montrer tout ce qui finalement rapproche le lecteur de l'ambiance de l'événement. D'une certaine façon, en écriture, le reportage, c'est peut-être ce qui est le plus proche de la radio ou de la télévision. Mais il faut rendre les choses par de la couleur écrite, en quelque sorte. Alors après, la spiritualité, c'est plus de la méditation. Il y a des rubriques plus de formation qui sont pédagogiques, didactiques. L'éditorial ou le billet d'humeur, évidemment, c'est un regard sur une actualité immédiate. Donc c'est concis, c'est vif, ça a du punch. La brève d'actualité sont des papiers très très courts. Enfin, il y a un petit peu tous ces registres d'écriture. Donc il ne faut surtout pas rester dans quelque chose de stéréotypé. Là aussi, l'écriture reste vivante. D'accord. Et alors, est-ce que vous croyez qu'il est important de faire des efforts pour la présentation, la mise en page? C'est très très important. On est dans une époque où l'image a pris une importance considérable. Regardez les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'ai une fille qui a 9 ans. Elle est plus à l'aise que moi devant un ordinateur. Elle repère absolument tout ce qui est de l'ordre de l'image, que ce soit dans la rue ou à la maison. Et donc aujourd'hui, si on veut accrocher un public, y compris parmi les jeunes générations, c'est très important de soigner la forme, parce que la forme est en quelque sorte l'apéritif du contenu. Si vous voulez vraiment donner envie à un lecteur de rentrer dans un article, il faut qu'il soit appelé par toute une série de petits signes, que ce soit l'illustration, que ce soit la taille des signes, que ce soit ce qu'on appelle les titres et les chapeaux, donc tout ce qui permet d'offrir un guide de lecture. Et ça, c'est déterminant parce qu'une forme désagréable, finalement, risque de nuire au fond de ce que vous voulez présenter au lecteur. Alors, une question très concrète, les photos, c'est pas toujours facile de les avoir. D'abord parce que c'est cher. Il faut les payer, alors, il y a des droits d'auteur. Tout à fait, ça c'est vrai que c'est un gros problème que j'ai souvent rencontré comme responsable de revue diocésaine. On est tout le temps en train de courir après. Alors ce qui est le plus important, c'est quand évidemment on peut faire soi-même les photos. Alors quand on les fait soi-même, ça implique un minimum de proximité avec le sujet. Il faut prendre des photos de près, il faut qu'il y ait toujours des personnages, il faut qu'il y ait du mouvement. Alors, ce souci-là. Parce que ça, c'est très important. On a souvent l'habitude des photos de vacances où on se met en tout petit dans une grande photo. Donc, il faut être de près. Une photo, en tant que telle, c'est un sujet journalistique. C'est-à-dire que quand vous voulez rendre compte d'un événement, c'est toujours important d'être le plus près possible de l'événement, de montrer plutôt des personnages que des natures mortes, si j'ose dire, et en même temps d'essayer de montrer du mouvement, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de se mettre dans une action. Quitte à chercher effectivement quelques détails quand on peut, mais là on est presque dans la mise en scène et c'est plus difficile. Moi je ne suis pas forcément très partisan du numérique, parce que le défaut du numérique, c'est évidemment avec la vitesse qu'on a souvent des clichés très flous. Donc pour le journalisme entre guillemets bénévole de la photo, moi je préconiserais plus l'argentique, qui permet d'avoir quand même des clichés beaucoup plus clairs. Et d'autre part, toujours se dire que la photo n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que non seulement c'est un appel visuel pour lire un article, mais en elle-même, elle donne une information, ce qui implique aussi de bien travailler la légende pour expliquer quel est le message de cette photo. Et d'autre part, au niveau des droits, on sait qu'on peut acheter effectivement des clichés à des agences ou autres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut organiser dans le budget de l'équipe. Merci de vos conseils, Jean-François.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette série de la foi prise au mot consacrée aux journalistes, au journalisme. Nous passons toute cette série avec Jean-François Courty, qui est journaliste à l'AFP et qui s'est occupé d'un journal diocésain pendant de longues années. Alors Jean-François, nous allons maintenant aborder la chose importante qui est l'angle d'attaque. Lorsqu'on doit écrire en journalisme, on prend un angle d'attaque. C'est quoi un angle d'attaque ? Alors là, c'est la question la plus cruelle, un petit peu comme l'ablatif absolu pour les latinistes ou l'algorithme pour les mathématiciens. Donc l'angle d'attaque, c'est ce qui permet d'attaquer un sujet d'actualité donnée avec un certain point de vue qui va intéresser le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un procès-verbal ou un compte-rendu de l'événement d'actualité, mais on prend ce qui nous paraît le plus intéressant, le plus nouveau, le plus surprenant. Bon, je reprends l'exemple d'un match de foot, puisque bon, on est pratiquement dans les locaux de l'équipe. Au cours d'un match de foot, on peut très bien traiter l'actualité en disant on va regarder simplement l'évolution du score. Ou au contraire, on va regarder quelle était la prestation de l'équipe que l'on souhaite encourager, l'équipe française ou autre, où on va regarder si c'est un match particulièrement violent, tous les problèmes de fautes, d'irrégularités, etc. C'est ça qu'on appelle un angle d'attaque pour un article. Et pourquoi est-ce qu'il en faut un ? C'est très important parce que sinon, on tombe dans le poncif ou la répétition ou la banalité. Imaginez par exemple qu'on puisse répéter 40 fois la même information concernant un match de foot. Effectivement, ça ne va pas être passionnant. À chaque fois, il faut essayer de déceler ce qui, dans cet événement d'actualité, justement, est nouveau, peut surprendre, peut déranger, peut dérouter, peut donner à penser à notre lecteur. Ça, c'est important parce que sinon, il y a une lassitude qui s'installe et au bout d'un moment, on n'a plus du tout envie d'ouvrir son journal. Ce n'est pas le but du jeu. Et donc, en gros, il faut éviter tout ce qui est chronologie. Il faut éviter de commencer à dire il s'est passé ça, puis ça, puis ça. Toujours pour reprendre mon exemple du match de foot, imaginez par exemple le reporter qui écrit après la victoire de la France en Coupe du Monde contre le Brésil. Alors il va expliquer que les joueurs sont arrivés, la pelouse était en bon état, il faisait beau, il y avait 100 000 personnes dans les tribunes, les petits oiseaux volaient, etc. Puis il y a le lecteur qui est en train de se dire « Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? On est champion du monde ou pas ?» Et en fait, le plus important, c'est évidemment de partir de l'information prioritaire, les Bleus champions du monde. C'est-à-dire qu'il faut toujours, dans un papier, dans la construction du papier, avoir ce qu'on appelle une accroche ou une attaque. D'accord. Alors, comme c'est difficile à trouver, souvent il y a des petites techniques. On dit souvent que pour trouver un angle d'attaque, il faut commencer par se poser la question de savoir ce qui est nouveau. Voilà. Alors je vais prendre l'exemple d'un événement d'ailleurs assez triste, assez tragique que j'ai suivi il y a quelques années, qui était la mort de Sohan, cette jeune fille qui a été brûlée vive par un jeune d'une banlieue à Vitry-sur-Seine. Et il y avait donc une manifestation qui s'est déroulée quelques jours après cet événement. Alors en fait, quand j'ai voulu écrire ma dépêche pour l'AFP, j'ai essayé de chercher quel était l'aspect important dans cet événement. Et l'angle d'attaque, c'était qu'on retrouvait ensemble d'abord 500 personnes, enfin il y avait énormément de monde par rapport à un monde de banlieue, mais surtout des jeunes garçons et filles de banlieue, côte à côte, appelant au respect mutuel filles-garçons. Et là, je me suis dit, ça, c'est le truc qui est vraiment nouveau, parce qu'effectivement, ce n'est pas le courant porteur dans les événements qu'on voit autour de nous, et c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence. Et j'ai fait mon papier sur cet angle d'attaque. Alors, il y a une autre possibilité, c'est, comme disent les Américains, news is star, c'est les paillettes, les choses qu'on a déjà vues, les stars, quoi. Il y a des choses qui attirent toujours évidemment le regard du lecteur ou du public. Bon, forcément, qu'on a un people qui vient quelque part dans une banlieue ou ailleurs, ça attire les gens. Bon, c'est sûr que quand on a eu la visite de Jean-Paul II à la cathédrale d'Évry en 1997, ça fait accourir tous les médias d'un seul coup, parce que c'est quelqu'un qui forcément attire les gens, dont le message à la fois surprend et puis attire le regard ou l'attention. Et donc là, effectivement, c'est le côté lumineux. Mais ce n'est pas toujours le seul critère pour choisir l'information. Est-ce que ça ne peut pas masquer un peu les choses je ne sais pas, quand un ministre de l'Intérieur arrive dans une banlieue, on a l'impression que tout doit être subordonné à sa visite, alors qu'il y a des choses plus importantes qui se passent, non? Alors en fait, à chaque fois, ça dépend aussi un petit peu du discernement du journaliste lui-même. Bon, personnellement, ça m'arrive souvent de devoir couvrir des visites de ministres dans les banlieues, puisque il y en a beaucoup qui vont sur le terrain. Et généralement, ce que j'essaie de faire quand c'est possible, c'est de regarder les à côté, c'est-à-dire précisément qu'est-ce que la visite du ministre va révéler.
Par exemple, récemment, une ministre, une secrétaire d'État à l'intégration qui était venue dans un coin de banlieue pour parler des problèmes d'exclusion. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que le SAMU social avait à dire sur qui étaient aujourd'hui les personnes que l'on retrouvait dans la rue. Et ça me semblait un angle intéressant. Ce qui n'empêchait pas évidemment de parler de la visite du ministre, mais qui permettait en même temps de braquer les projecteurs sur un aspect de l'actualité qui aurait peut-être pu nous échapper autrement. Ah oui, donc vous appâtez le lecteur avec la star et vous lui faites, vous lui expliquez les choses vraiment intéressantes. Ça peut être une façon de procéder, effectivement. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de procéder de façon apéritive. Il y a ce qui, effectivement, va accrocher spontanément l'intérêt du public. Et puis, en réalité, ce qui nous semble essentiel ou profond et qui peut apporter un plus pour le lecteur. Alors, autre possibilité, malheureusement, l'angle d'attaque, c'est les mauvaises nouvelles. Malheureusement, on ne peut pas y échapper. Bon, on a eu ça souvent dans les banlieues avec l'histoire des voitures brûlées, des braquages. Oui, alors vous parlez beaucoup des banlieues puisque vous êtes journaliste en banlieue. D'ailleurs, vous avez fait paraître un livre qui s'appelle Femmes des cités, fleurs de l'espoir, qui parle justement des femmes en banlieue. Donc, les mauvaises nouvelles. Alors justement, les mauvaises nouvelles, toute la difficulté, c'est que bien entendu, le public a une tendance naturelle à être attiré vers tout ce qui est un peu sanguinolent, qui fait peur. On l'a même vu avec l'impact du tsunami récemment, c'est-à-dire qu'on fait appel à quelque chose qui est tellement ancré dans l'inconscient collectif que forcément les gens se sentent attirés, un peu comme on est attiré par quelque chose de dramatique, voire de maléfique, sans savoir pour quelle raison. Alors c'est vrai que le fait divers, on ne peut pas trop y échapper, mais en même temps, là encore, il y a une façon de traiter cette information. C'est vrai que quand j'ai choisi d'écrire ce bouquin sur les femmes des cités, ce qui me semblait intéressant, c'était pas forcément d'insister que sur la souffrance ou les difficultés, mais de montrer comment, face à ces faits divers, des personnes essayaient de réagir et justement de créer du plus, du lien social, de l'espoir. Donc c'est vrai qu'on peut partir d'un fait divers sanguinolent et de montrer en même temps comment, à travers ça, il y a peut-être quelque chose de l'espérance de l'être humain qui se joue. Mais bon, là, c'est mon côté journaliste catho qui s'exprime, bien entendu. Alors, si on n'a pas trouvé quelque chose qui est nouveau, qui est brillant, qui est une mauvaise nouvelle, on peut toujours essayer de trouver quelque chose d'un peu bizarre, un peu étrange. Tout ce qui est insolite, évidemment, est attirant pour les gens. Donc là, on peut toujours trouver des angles d'attaque marrants. Alors, je sais pas, bon, je vois par exemple quelqu'un qui va organiser une compétition cycliste pour les prêtres. Alors, je crois que c'est dans le Cher, il y a un prêtre qui fait ça. Tous les ans, il y a championnat cycliste des jeunes séminaristes ou des jeunes prêtres. Ça, c'est un truc qui est complètement insolite. Donc, quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout et qui va intéresser les gens justement à cause de ce caractère un petit peu étonnant. Alors, il y a ce qui peut avoir un côté aussi un peu humoristique, qui peut attirer les gens parce que, tiens, ça va apporter un petit peu de soleil ou un peu de rire dans leur vie. Voilà, je pense au Printemps des Poètes, par exemple, à Massy-en-Essonne. Il y a eu une année toute une série de manifestations, d'affiches qui étaient posées sur les murs publics de la ville avec des poèmes, avec des textes un peu déroutants. Ça, c'est une actualité qui est insolite et qui peut accrocher du public. Pas seulement par son côté surprenant, mais parce que finalement, ça apporte un sourire dans leur vie quotidienne. Donc finalement, l'angle d'attaque par excellence, c'est celui de la proximité. Il faut parler aux gens d'eux-mêmes, finalement. Il y a un phénomène d'identification qui est très fort quand on a affaire aux médias, qu'ils soient d'ailleurs audiovisuels, de presse écrite, internautique ou radio. C'est qu'on essaie de se mettre à la place de la personne à qui l'événement est en train d'arriver. Et là, à ce moment-là, ça branche immédiatement l'intérêt du lecteur. Alors évidemment, il ne s'agit pas de créer une dépendance pathologique qui n'est pas intéressante, mais au contraire de dire, attention, cet événement, quelque part, il touche à l'universel, donc à l'humanité, et donc il me touche moi. Et comment est-ce que moi je réagis par rapport à ça? Donc le principe de proximité, on le voit souvent à travers les témoignages, à travers la façon dont on répercute un reportage, une couleur. Eh bien ça, dans ce qui est en train de se produire, c'est mon humanité à moi qui est en jeu. Et donc ça ne peut que m'intéresser. Donc, toujours le conseil que vous donnez, c'est d'essayer de se poser la question, qu'est-ce qui intéresse les gens? Qu'est-ce qui est proche d'eux? C'est ça? C'est très important de faire toujours du journalisme, en fait, pour un public. Il faut toujours avoir le public en tête. Et le public en tête, effectivement, notre vocation en tant que journaliste, c'est d'essayer de lui révéler quelque chose, d'aller au plus près de la vérité et de le rendre plus capable d'approcher le monde dans lequel il vit aujourd'hui. Merci de vos conseils, Jean-François.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle série de La foi prise au mot consacrée à l'écriture journalistique. Nous passons toute cette semaine en compagnie de Jean-François Courty qui travaille à l'AFP, qui est donc journaliste. Alors Jean-François, nous avons parlé de l'angle d'attaque, qui est donc la chose la plus importante et la plus difficile à trouver, mais nous n'allons pas lâcher l'angle d'attaque puisque nous allons essayer de voir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait. Donc comment on écrit un article. Alors on commence par un titre. Alors en fait, le titre, on commence pas par lui, on finit par lui. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, le titre, on le choisit plutôt à la fin de la rédaction de son papier. Et le titre doit, là encore, servir d'accroche, d'apéritif, c'est-à-dire donner envie au lecteur d'en savoir un peu plus. Toujours quelque chose de relativement court sur 7 ou 8 mots. Et ce titre-là, à la fois, il donne une petite idée de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de l'article, et en même temps, il joue ce rôle d'appât qui est toujours utile. Mais ça, on ne le trouve qu'à la fin, et de surcroît, c'est un travail qui peut être fait par le rédacteur lui-même, bien entendu, il peut le proposer, mais généralement, c'est la responsabilité ou du secrétaire de rédaction ou du rédacteur en chef qui a une vision globale du journal et qui essaie autant que possible d'harmoniser les différents titres. Alors, est-ce qu'il faut que les titres soient incompréhensibles, drôles mais incompréhensibles ? La règle numéro 1, c'est qu'on ne doit jamais se moquer des lecteurs. On n'écrit pas pour se faire plaisir, on écrit au contraire pour apporter un plus, en quelque sorte pour faire grandir nos lecteurs, c'est un petit peu ça l'idée. Et c'est vrai que quelquefois on peut avoir envie de faire un calembour, une contrepétrie, autre chose dans un titre, je suis très doué pour ça effectivement, mais non justement il ne faut pas. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que ce titre donne un surcroît d'informations au lecteur tout en lui donnant envie d'aller davantage là où l'article essaie de répercuter l'information. Donc on ne se fait pas plaisir, on essaie au maximum d'être proche de l'information. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est très complexe et qui ne s'acquiert correctement qu'après une longue pratique. Alors après donc, le titre, il y a les quelques lignes qui sont en titre, enfin pas en titre justement, mais juste après le titre, qui chapeautent le titre, et l'article, pardon, et qu'on appelle justement le chapeau. C'est obligatoire un chapeau ? Bon, il y a plusieurs écoles par rapport à ça, bien entendu. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un chapeau est quelque chose d'indispensable pour améliorer le confort de lecture. L'intérêt du chapeau, c'est quoi? C'est en 3-4 lignes de restituer quelle est la quintessence de cet article, mais surtout de voir un petit peu qu'est-ce qui est en jeu à l'intérieur de l'article, qu'est-ce qu'on va y trouver comme information nouvelle, en quoi ça va nous apporter. Et d'une certaine manière, si vous avez des chapeaux pour tous les articles importants tout au long d'un journal, ça vous permet dans un premier temps, en un quart d'heure, 20-25 minutes, de lire la totalité du journal en diagonale et de vous dire, tiens, maintenant, cet article, je vais y revenir, parce que là-dedans, il y a quelque chose que j'ai envie de creuser. Mais la vocation du chapeau, en quelque sorte, c'est d'être le guide de lecture de la totalité du journal auquel on va avoir à faire face. Et je pense de ce point de vue-là, c'est important. Là encore, c'est une façon de respecter le lecteur. Là encore, c'est une rigueur qui est indispensable parce que ça permet aussi au rédacteur et au secrétaire de rédaction, au rédacteur en chef, de vérifier que lui-même a bien compris de quoi il est en train de parler, ce qui est quand même la moindre des choses. Alors concrètement, ça s'écrit comment un chapeau? Ça se rédige un chapeau, alors que mettons dans le chapeau déjà, on essaie de mettre une mini-accroche à l'intérieur même du chapeau pour parler du sujet dont il est question. On essaie de faire des phrases très courtes, à chaque fois des phrases qui tiennent sur une ligne avec 7 ou 8 mots. Et puis que ça tienne au total sur 3 ou 4 lignes au grand maximum. Alors c'est des phrases très toniques avec un verbe, partir l'été à Compostelle, c'est le défi relevé par 25 jeunes de tel diocèse, récit d'un des témoins. Ça c'est un chapeau par exemple. Alors à chaque fois, il faut essayer d'être percutant, tonique, pertinent. On répond aux questions qui, quoi, quand, où. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, pratiquement dès le chapeau. Et l'autre aspect important, évidemment, c'est toujours d'essayer de faire relire quand même ce travail de titrail, titre et chapeau par d'autres personnes pour vérifier la pertinence. Ce que je fais moi aussi. Au niveau du journal diocésain, je demandais toujours à tel ou tel collègue de me dire tiens, est-ce que ça tient la route ou pas, quoi. Et ça, c'est important d'avoir toujours ce côté travail en équipe à l'esprit. Mais du coup, on se répète, puisque ce qui est le contenu du chapeau annonce vraiment le contenu de l'article. Donc, on a l'impression de redire tout le temps la même chose. Pas tout à fait, parce qu'en fait, il s'agit d'une synthèse. À la fois d'une synthèse et d'une mise en perspective de l'information. Il est bien évident que ce qu'on va écrire en 3000 signes, on ne peut pas l'écrire en 5 lignes. Par contre, ça permet de jouer ce rôle d'accroche, d'appât, et en même temps pour nous de nous redire est-ce que j'ai bien finalement respecté l'angle de mon papier, puisque l'angle du papier, en fait, il ressort déjà dès le chapeau. Alors après, on a
le plan de l'article. Quels sont les plans les plus pratiques quand on veut écrire un article de journal? Alors au niveau du plan, c'est très variable suivant la technique, le genre journalistique. C'est-à-dire qu'une interview, le plan sont les questions. Le portrait, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut valoriser dans le portrait de la personne. Alors par exemple, si on estime que la personne a 3 traits marquants, le type de responsabilité qu'elle a choisi, son caractère, l'action dans laquelle elle est aujourd'hui, on va faire une partie qui correspond à chacun de ces 3 éléments fondamentaux. Après le plan, c'est vrai qu'il dépend beaucoup de l'angle qu'on a choisi en lui-même. Si c'est un reportage où on suit par exemple un témoin tout au long d'une fête, on peut là pour une fois respecter un plan un petit peu chronologique, mais toujours en insistant bien sur ce qui est déterminant et important pour le témoin, ce qu'il a vu. Donc là, ça peut être un plan en 3, 4, 5 parties. Mais en fait, je crois que c'est très variable suivant le type de genre auquel on a affaire. Et le plan doit évidemment tenir compte de ce qu'on appelle l'attaque et la chute. Alors, qu'est-ce que l'attaque et la chute? L'attaque, c'est ce qui permet immédiatement d'entrer dans le papier en mettant en évidence l'information prioritaire. On va reprendre un autre exemple sportif, puisque j'aime bien le cyclisme. Imaginez par exemple, étape de montagne, compte rendu de l'Alpe d'Huez. Alors l'attaque, ça ne va pas être les spectateurs se sont massés le matin au pied du col pour voir passer les coureurs, les Hollandais étaient tous là avec leurs banderoles, etc. Non, l'attaque, ça va être Armstrong, vainqueur à l'Alpe d'Huez. On voit tout de suite de quoi il est question. Ou spectaculaire chute au cours de la montée à l'Alpe d'Huez. J'espère bien que ça n'arrivera pas, mais ça peut être ce genre de choses. Donc là, immédiatement, les gens se disent « Tiens, il s'est passé un truc nouveau, original, surprenant. J'entre dans l'article. » Et à partir de l'attaque, hop, on développe en partant de préférence du plus intéressant vers le moins intéressant. Et puis ensuite, on s'achemine tout doucement avec son plan vers ce qu'on appelle la chute, qui n'est pas la chute du col, bien entendu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans la chute? Dans la chute, on ouvre une perspective nouvelle pour le lecteur, c'est-à-dire qu'on finit sur une note ou originale, ou positive, ou au contraire dramatique. Mais surtout, la chute sert non pas de point final à l'article, mais de tremplin vers une autre recherche pour le lecteur. Alors à la fin du papier, sur la chute par exemple, on va dire, toujours sur mon exemple de montagne, les adversaires de Lance Armstrong ont du souci à se faire pour la suite. Bon là c'est plus un commentaire effectivement, mais ça va être la prochaine étape de montagne offre une possibilité à ses adversaires de se remettre en selle. Ou voilà, par exemple, ce genre de choses, mais ça ouvre toujours une perspective, ou alors on finit par exemple par une citation. C'est une journée inoubliable, à vous un supporter hollandais, ravi que pour une fois un champion cycliste de son pays ait battu l'imbattable Lance Armstrong. D'accord. Et alors quel est le style à prendre? Il faut être vivant, il faut être... Le principe, je suis un petit peu d'une école de l'épu au niveau du style rédactionnel. C'est-à-dire, je cite toujours Françoise Giroud qui disait « Une phrase, c'est un sujet, un verbe, un complément. Pour les adjectifs, venez me voir ». Et je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'une phrase doit toujours être quelque chose de très concis avec une seule idée. S'il y a 2 idées dans une phrase, déjà, ça devient compliqué pour l'approche par le lecteur. Il faut toujours se rappeler qu'on ne doit pas prendre les gens pour des imbéciles, on doit faire au maximum pour leur faciliter l'accès à l'information. Donc une phrase doit être courte, une idée, le moins de mots possible par phrase, et en évitant bien sûr le jargon, les sigles, les approximations, les adverbes, tout ce qui est un petit peu verbeux et qui crée un brouillard dans l'esprit du lecteur. D'accord. On essaie le plus possible de donner des détails concrets. Évidemment, puisque là on rejoint le problème dit de la proximité, donc il faut que le fait soit aussi précis que possible. À la limite, une bonne façon de se préparer quand on ne connaît pas encore bien la technique rédactionnelle, c'est de faire des petites fiches en disant voilà les faits que je vais évoquer au sein de mon article, voilà ce que je ne dois pas oublier. Et l'autre aspect qui est important, c'est la citation, de citer les personnes, les témoins qui ont participé à l'action. Et puis il y a ce que j'appelle la couleur, c'est-à-dire ce qui permet en quelque sorte d'avoir l'impression d'être au cœur de l'événement, comme on pourrait être devant une image de télévision ou écouter un reportage de radio. Alors comment faire pour justement pas trop en faire? C'est-à-dire que quelquefois on a des articles de journaux, on a l'impression qu'on entend quasiment la voix du journaliste et qui se fait très plaisir. Comment faire pour rester un peu discret quand même? Le b.a.-ba du journalisme, à mon sens, c'est l'humilité. C'est-à-dire que justement, le journaliste doit toujours être au service du sujet qu'il traite ou de la personne qu'il va interviewer. Ça, c'est vraiment important. Alors, ça veut dire qu'on fait un premier jet, bien entendu, mais qu'il faut toujours se relire après coup. Un petit peu comme un sculpteur qui fait une première ébauche et qui ensuite va retailler à l'intérieur. Donc, il faut toujours se relire et toujours aller vers l'épure, quoi qu'il arrive, pour donner quelque chose de plus accessible au lecteur. Merci Jean-François.
Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce dernier numéro de la série de la foi prise au mot consacrée à journalisme. Nous avons passé toute la semaine avec Jean-François Courtille. Jean-François Courtille qui est journaliste à l'AFP. Alors Jean-François, on va terminer cette série en faisant un peu les erreurs, les choses à ne pas faire. L'erreur la plus facile et la plus commune, c'est de vouloir respecter la chronologie des événements. De dire il s'est passé ça, puis après il s'est passé ça, et puis après ça va pas. Un article, c'est jamais un procès verbal ou un compte-rendu. Les participants à la réunion sont arrivés à telle heure, ils ont pris un café, il faisait beau, etc. C'est insupportable, ça n'intéressera jamais le lecteur. Donc toujours se rappeler que ce qui est important, c'est l'angle d'attaque, ce qui est nouveau, surprenant, dérangeant, qui va apporter du plus. Donc jamais de compte-rendu exhaustif, jamais de chronologie bête et méchante, mais toujours cet angle d'attaque, toujours penser au lecteur et pas penser à son plaisir de raconter sa propre histoire. Bon, alors ensuite, autre erreur, vouloir tout dire, tout ce qui s'est passé, être exhaustif. Ça, c'est impossible par définition, parce que sinon, on se retrouve avec un article qui va faire 20 000 signes, plusieurs pages, et de toute façon, ça n'intéressera pas le lecteur. Ce qui est important, c'est de retenir quel a été finalement le côté nouveau, universel de ce qui s'est produit. Donc il faut toujours insister là-dessus. Bien sûr, c'est frustrant. Bien sûr, on aura envie d'en dire plus à chaque fois. Mais je pense que ce qui peut aider le rédacteur à faire ce petit travail de deuil à son échelle à lui, c'est de se dire que l'angle qu'il n'a pas traité ce coup-ci, peut-être qu'il pourra le traiter une autre fois, l'année prochaine ou un autre moment. Et je crois que ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et encore une fois, on n'écrit pas pour se faire plaisir, on écrit pour ses lecteurs. Autre erreur, être exagérément technique. Les chiffres, les termes techniques. Là, c'est le principe de proximité avec le lecteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre nos lecteurs pour des abrutis. Quand on en fait trop dans le jargon, dans le sigle, dans les chiffres, dans la technicité, on a l'impression qu'on se retrouve entre spécialistes et donc le lecteur qui ne comprend pas de quoi il est question, immédiatement, lui, il se sent humilié. Alors le but du jeu, ce n'est pas d'humilier le lecteur, au contraire, c'est éventuellement d'y apprendre des choses qu'il ne connaît pas, mais en se mettant à sa portée et en lui permettant de grandir dans la connaissance. Donc toujours essayer d'être le plus précis possible. Ce qui se conçoit bien, disait Boileau dans l'art poétique, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Autre erreur, ce qu'on appelle ne pas recouper ses sources. Alors qu'est-ce que c'est ne pas recouper ses sources? Alors c'est très important au niveau de l'exactitude de l'information d'essayer d'avoir plusieurs sources, éventuellement même contradictoires sur un événement, ou en tout cas de pouvoir citer spécifiquement telle ou telle personne, puisque c'est sa parole qui est répercutée dans le papier. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que justement on doit servir autant que possible la vérité de l'événement auprès du lecteur. Bien sûr, il y a plusieurs relectures, il n'y a pas d'objectivité parfaite face à un événement, ça n'existe pas l'objectivité, mais en revanche, dans le type d'approche de l'information qu'on peut avoir, il faut toujours essayer d'être au plus près de la vérité de l'information. Donc quand on dit quelque chose qui peut prêter à confusion, à polémique, c'est important d'être capable ou de répercuter le point de vue opposé, ou de prouver que ce qu'on avance comme élément d'information est irréfutable. Et ça, c'est la base du métier de journalisme. Et ça vous est arrivé de ne pas bien recouper vos sources? Il m'est arrivé parfois de me retrouver dans une situation où j'avais une source qui paraissait irréfutable et qui elle-même s'était trompée. Alors là, c'est absolument infernal. Donc dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rectificatif. Alors par exemple, la dépêche de l'AFP, il y a une technique qui s'appelle justement le rectificatif qui permet immédiatement après de corriger son erreur, parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper. En journalisme diocésain, la technique de l'erratum ou éventuellement du droit de réponse, où là on dit attention à tel endroit, je m'excuse parce que je n'ai pas répercuté exactement la bonne information, ou la personne souhaite s'exprimer et apporter un autre point de vue. Et ça, si vous voulez, sont des codes éthiques qui sont beaucoup développés à la suite de l'affaire Grégory, parce qu'il y a eu énormément de débordements à cette époque-là, beaucoup de sottises ont été écrites sur l'affaire Villemin, et suite à ça, il y a des codes d'éthique et déontologie qui se sont mis en place, il y a des choses qui sont inscrites dans le droit, et aujourd'hui les journalistes sont obligés de faire beaucoup plus attention à ça, pour justement ne pas nuire à l'image ou à la vie privée des personnes, et donc à la recherche de la vérité. Et alors justement, vous avez parlé d'éthique, c'est quoi l'éthique d'un journaliste? L'éthique d'un journaliste, toujours dans le respect de son lecteur, auditeur, spectateur, c'est d'essayer d'être au plus près de la réalité, de l'actualité dont il est en train de parler. Donc justement d'essayer à la fois de respecter les personnes dont il parle, de recouper ses sources, de faire en sorte que les choses soient bien encadrées, et puis en même temps de les présenter d'une manière qui soit compréhensible à tout le monde.
Donc éviter tout ce qui peut être de nature à diffamer, à blesser une personne, à créer une situation très compliquée qui relève de l'ordre du droit. Et puis c'est important aussi parce que le journaliste est là avant tout pour apporter un plus finalement à la société dans laquelle il vit. Albert Londres parlait de porter la plume dans la plaie. Effectivement, c'est aussi la fonction du journaliste, dénoncer parfois quand les choses se passent mal, mais ce n'est pas jeter de la boue pour le plaisir de jeter de la boue, en aucun cas. Et spécialement qu'on fait du journalisme chrétien, entre guillemets. Et justement, dans un journal diocésain, vous êtes longtemps occupé d'un journal diocésain. Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser des questions sur le respect de la vie privée, sur ces choses-là ? Ça arrive pratiquement à chaque fois. Alors c'est vrai que le contexte journal diocésain est un peu différent parce que généralement, quand on a un doute sur un sujet, on envoie la copie pour relecture aux personnes concernées. Donc d'elles-mêmes, les personnes disent attention, tel truc, je veux pas qu'on en parle, tel truc, je le mets autrement. Bon, il y a un côté un petit peu de proximité avec la personne source, entre guillemets, qui évite ce genre de problème. Par contre, c'est vrai qu'un média national, lui, n'a pas à faire relire sa copie par les personnes qu'il va interviewer. Là, c'est beaucoup plus risqué parce qu'on n'a pas de filet, pour le coup. Et donc, il faut redoubler d'attention. Alors, ça passe par la prise de notes. Ça passe aussi des fois par un coup de fil supplémentaire. Je rappelle la personne en disant « Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous m'avez dit. Est-ce que c'est bien ceci ?» Il ne faut pas avoir peur de paraître pour un imbécile auprès de son interlocuteur, pour une bête question d'orgueil personnel. Il vaut mieux justement apparaître comme un imbécile au moment où on est en train de produire l'article et que le jour où l'article paraît, on s'aperçoive que finalement, il n'y a pas d'erreur. Alors que si on se laisse happer par son orgueil personnel, on peut sortir une info catastrophique qui a des répercussions très graves pour un ensemble de personnes. Mais donc toujours l'humilité du journaliste. Même dans un média diocésain, ça vous arrive ? Peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas arrivé très très fréquemment, mais c'est vrai que dans mon journal diocésain, j'ai dû publier peut-être une vingtaine d'errata en l'espace de 4 ou 5 ans, parce qu'effectivement, à un moment donné, à la relecture, on n'a pas vu telle ou telle information, ou on avait mal compris, ou tel d'entre nous, ou moi ou un autre rédacteur n'avait pas suffisamment vérifié. Et dans ces cas-là, sans fausse honte, il faut s'excuser auprès de la personne, téléphoniquement ou par écrit, et vraiment rectifier l'information qui était inexacte. Il en va de l'honneur du journaliste. Alors, petite question un peu personnelle, quels sont les articles de journaux qui vous ont le plus formé pour votre technique de journaliste ? Quels sont les 3-4 articles dont vous vous souvenez parce que vous avez appris quelque chose ? En termes de journalisme, je crois que c'est peut-être les tout premiers interviews que j'ai réalisés pour des journaux spécialisés dans la bande dessinée. Je pense à un travail que j'avais fait autour de Benoît Socal, qui est l'auteur de l'Inspecteur Canardo, ou autour du scénariste Jean Van Damme, Les Maîtres de l'Orge 13, etc. Ça, c'était intéressant parce que ça permettait vraiment de travailler les infos en profondeur. Tout le travail sur la banlieue également, peut-être plus mon travail au niveau des livres que j'ai pu écrire, parce que là, c'est un travail de très longue haleine avec des enquêtes qui duraient plusieurs mois. Et puis, sur un plan diocésain, je crois que c'est toute la dimension du reportage sur toutes les questions autour de la cité, de la solidarité ou du dialogue interreligieux. Donc, ce n'est pas forcément un papier en particulier, mais plutôt un ensemble de papiers qui, pour moi, ont été des choses formatrices. Puis aussi ce que j'ai fait en radio, parce que j'ai fait pas mal de radio par ailleurs. Et je crois que l'approche de l'événement, l'approche de quelqu'un qui peut surprendre et dérouter, c'est quelque chose de très important pour un journaliste. Alors, si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un à qui on vient de proposer d'écrire quelque chose qui est un peu stressé, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Alors d'abord, il se relaxe, il respire bien par le nez et par les oreilles. Technique de relaxation, n'est-ce pas ? Surtout, ce qui est très important, c'est de veiller au travail en équipe. Il n'y a rien de plus riche que le travail en équipe. Je sais bien que la profession de journaliste est souvent très individualiste, mais justement, c'est un défaut que les uns et les autres, nous devons corriger. Grande qualité du travail en équipe qui permet le discernement et la progression. L'autre aspect important, il me semble, c'est justement de s'intéresser à l'information, de lire, d'écouter, de regarder et de comparer énormément. Et enfin, le dernier point, évidemment, c'est de pratiquer. Plus on écrit, plus on s'exerce et plus on progresse. Merci Jean-François pour ces conseils. Merci Régine Cornet.